Mesdames et messieurs, bonsoir. Au nom des collaborateurs de Pulatco, je suis ravie de vous accueillir chez Sotheby's afin de suivre notre premier webinaire sur l'art qui portera sur les ventes aux enchères et leur évolution forcée suite à la crise provoquée par le coronavirus. Que le confinement et la distanciation sociale ont bouleversé notre quotidien, c'est évident. Mais durant cette période, nous n'avons pas pris conscience de l'impact de cette crise sanitaire sur le marché de l'art. Or, les ventes aux enchères, qui sont le baromètre du marché de l'art, ont dû fermer leurs portes et les grandes ventes du printemps ont été annulées. Jamais les principaux acteurs de ce marché n'ont dû rebondir si fort et si rapidement pour faire face à la crise. Et pour nous en parler, nous avons la chance d'avoir ce soir à nos côtés Emmanuel Van de Putte et Christine Mostert. Tous deux vont nous expliquer comment les maisons de vente internationales ont réagi, ce qu'elles ont mis en place pour assurer la continuité de leur activité et aussi pour maintenir la confiance des collectionneurs. Avant de leur céder la parole, permettez-moi de vous présenter nos orateurs en quelques mots. Emmanuel Van de Putte a commencé sa carrière dans le marché de l'art chez Lamperts. Il a ensuite rejoint Christie's en qualité de spécialiste en art impressionniste et moderne. Et depuis 2013, Emmanuel est le directeur de Sotheby's Belgique. Quant à Christine Mostert, elle est historienne de l'art et a travaillé pendant 18 ans pour Christie's. Et depuis 2011, Christine offre à notre clientèle un service de conseil en art. Elle accompagne les clients qui souhaitent acheter, vendre des objets d'art ou qui ont des questions sur la gestion de leur collection. Alors, encore un dernier point. Vous pouvez poser vos questions via l'option chat qui se trouve donc sur votre écran et nous poserons les questions de manière totalement anonyme après l'exposé et répondrons à celles que nous n'aurions pas eu le temps de traiter lors de la prochaine édition de notre newsletter. Voilà, mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente conférence et à tout à l'heure pour la séance de questions-réponses. Christine et Emmanuel, nous vous écoutons. Merci France. Bonsoir Emmanuel, merci de nous accueillir dans le bureau de Sotheby's Belgique que vous dirigez. Le fond, qu'est-ce que c'est Sotheby's? Est-ce que vous pouvez nous présenter votre maison, une des plus grandes maisons de vente aux enchères internationales, en quelques mots? Bonsoir Christine et merci pour l'invitation. Sotheby's est une salle de vente qui a été créée en 1744 à Londres et qui donc a fêté l'année dernière son 275e anniversaire. Alors, intéressant dans l'historique de la société, c'est évidemment son internationalisation assez tôt, au milieu du XXe siècle, en 1955, avec l'achat de Park Bennett, la grande salle de vente new-yorkaise. Et depuis lors, c'est mondialisé en général, et on en reparlera sans doute tout à l'heure. En 2019, évidemment, vient le grand changement. On sort de la bourse, et c'est Patrick Drahi avec sa société Altis qui rachète Sotheby's, société principalement active dans les médias et dans les télécoms. Ce sera encore intéressant sans doute dans la discussion qu'on aura aujourd'hui, cet aspect-là. Alors évidemment, Sotheby's est une société en pleine mutation et qui prend à bras le corps les changements et qui, évidemment, a fait un virage de 360 degrés ces derniers temps pour être à l'écoute de ses clients en général, allant du conseil à l'inventaire, l'évaluation d'œuvres d'art, en passant par l'achat ou la vente d'œuvres d'art. Il faut dire aussi que Sotheby's a montré une grande flexibilité ces derniers mois, surtout suite au Covid. Elle a pu engendrer une révolution, appelons-le comme ça, de vente live vers les ventes en ligne, avec des résultats dont on reparlera très certainement. Évidemment, comme toute entreprise, les ventes aux enchères ont subi au cours de leur histoire différentes révolutions qui sont dues au changement, donc au changement de... Donc, quels ont été ces 30 dernières années, les moments clés de ces changements? Alors, ce changement, appelons-le mondialisation, la mondialisation qui vient à partir de la fin des années 80, en tout cas dans le marché de l'art, avec le mur de Berlin qui tombe et donc une accessibilité aux pays de l'Est, une présence sur le marché de la Russie, en premier lieu, ensuite le Moyen-Orient, l'Amérique latine et la Chine. Et donc tous ces acteurs qui ont un premier réflexe, qui est un réflexe
de racheter leur patrimoine. Et donc c'est à ça qu'on voit aussi la création de nouvelles catégories de ventes, que ce soit l'art russe, des ventes thématiques, hein, art russe ou art chinois, qui se développent. Ensuite, ces acteurs qui deviennent plus familiers du marché vont évidemment aussi s'intéresser à d'autres catégories d'art. Et les catégories d'art qui sont les plus en vogue, en tout cas à partir des années 80, ce sera les grandes ventes étaient évidemment à partir des années 60 les ventes impressionnistes et modernes, mais à partir des années 80, on voit l'art d'après-guerre et l'art contemporain, l'art de son époque. Et donc on voit aussi ces acteurs sur ce marché-là. On constate aussi une évolution de nouvelles générations de collectionneurs qui n'ont pas le réflexe de leurs parents, c'est-à-dire de collectionner l'art ancien ou les arts décoratifs. Donc là, on est dans un changement de goût. Et là, c'est vraiment le changement de goût, évidemment, qu'on constate. On va s'intéresser à ce qui est de son époque, donc le design, l'art impressionniste moderne, l'après-guerre, l'art d'après-guerre et l'art contemporain. Donc ça, c'est un changement de goût qui vient, qui est une vraie révolution, là aussi, et puis qui va de pair avec, évidemment, une digitalisation du moteur de la vente, hein, parlons de ça, c'est-à-dire une accessibilité évidemment à toutes ces personnes dans le monde entier à travers l'Internet et nos catalogues qui deviennent tout doucement en ligne. D'accord. Donc on a vu qu'à partir de mars, donc enfin un petit peu plus tôt pour l'Asie, mais donc la crise Covid va changer complètement le paysage donc des ventes aux enchères. Mais pouvez-vous revenir un petit peu en détail de ce qui s'est passé donc pour votre société, donc pour les ventes aux enchères en général, mais plus en particulier pour votre société, donc Sotheby's que vous représentez, à partir de mars, avec puisque ces grandes maisons ont dû fermer, qu'est-ce qu'on allait faire des ventes? Alors le mois de mars évidemment bouscule tout le champ, évidemment le monde entier, mais le marché de l'art en particulier. On se retrouve vraiment on clôture la foire TEFAF en pleine foire. On voit qu'elle est obligée de fermer. Évidemment, c'est un choc pour tous les acteurs du marché et donc pour nous aussi. Et donc, on applique évidemment les consignes sanitaires. Donc, on ferme non seulement les salles de vente, mais aussi les bureaux. Et donc, un nouveau mode de travail, comme pour tout le monde, se met en place. Mais revenons-en à l'achat de Patrick Drahi en 2019, homme des télécommunications et des médias, qui évidemment voit là une opportunité, on le voit tous, et nos concurrents aussi ensuite, de digitaliser évidemment ce marché de l'art. Et donc la révolution qui était en marche depuis son achat en octobre, révolution digitale. Digitale dans ce cas-là, évidemment prend une autre ampleur. Et donc on veut continuer à offrir le même service à nos clients. Donc, on digitalise nos ventes. Donc, on présente les ventes en ligne, online only, comme on les appelle. Et donc, on voit évidemment entre mars et avril une trentaine de ventes qui sont mises sur pied. Des nouveaux concepts de vente aussi, hein, des ventes standards qu'on avait, puis d'autres concepts qu'on développe avec un chiffre d'affaires qui dépasse les 100 millions de dollars à un moment où nos concurrents sont totalement absents. Donc ça double le chiffre d'affaires au niveau des ventes digitales sur le marché, en fait. Exactement. Et donc, on a quelques chiffres à présenter. Évidemment, les enchères en ligne chez Sotheby's dépassent de janvier à juillet 285 millions de dollars, déjà 3 fois de plus que nos résultats annuels de 2019. Ça me paraît intéressant à souligner. Au total, nous avons organisé plus de 180 enchères en ligne dans 44 catégories de collections. Et ça pour jusqu'au mois d'août. Et donc, la valeur moyenne des lots vendus, ce qui me paraît intéressant aussi, parce qu'on pourra développer sur ce sujet-là aussi, a plus que doublé, donc en hausse de plus de 125%. Donc, si on était en 2019 à 8 500 euros pour une valeur moyenne, on est maintenant à près de 20 000 dollars pour un lot. Donc, des œuvres achetées en ligne sans les voir. Exactement. Ouais. Donc c'est évidemment cette nouvelle donne qui est importante, c'est-à-dire comment enchérir en ligne quand on n'a pas vu l'objet. C'est un sujet peut-être qu'on peut développer tout à l'heure aussi. Bien sûr. Donc en fait, les grandes ventes de New York donnent le ton et donnent en fait le thermomètre, c'est le thermomètre du marché. C'est là qu'on voit
quelle est la santé de ce marché, où les collectionneurs sont, donc comment les ventes se font. Donc, les ventes du mois de mai à New York sont annulées. Que se passe-t-il? Qu'avez-vous trouvé? Comment avez-vous remplacé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, évidemment, ce calendrier est totalement chamboulé. Les ventes de mai sont d'abord déplacées à fin mai. On essaie de trouver une solution et on décide de les déplacer à fin juin. Alors, il faut dire que traditionnellement, les ventes qui ont lieu en mai sont quand même les grandes ventes qu'on appelle les ventes du soir, impressionnistes et contemporains. Vous avez une semaine d'exposition préalable à la vente, avec énormément d'événements, avec la possibilité de voir les œuvres des visus, d'interagir avec nos collègues, de poser les questions nécessaires préalablement à une vente. Donc c'est un grand moment où les collectionneurs se rassemblent, ils sont tous en focus sur ce moment, sur cette semaine ou ces 2 semaines de vente. C'est la grand-messe évidemment des ventes à New York à ce moment-là. Et tout cela disparaît à cause du Covid et du confinement et l'impossibilité de partir à New York. Et c'est à ce moment-là qu'on décide de lancer un nouveau type de vente qu'on appelle marquee sale, qui dépasse ce qu'on appelait la vente du soir, parce que ce sera une vente en ligne en direct, live stream. Et je crois qu'on peut peut-être lancer la vidéo pour voir à quoi cette vente ressemble. A very warm welcome to Sotheby's for what promises to be an historic evening. At £18 million, $50 million. This is a once-in-a-generation opportunity. A multi-camera global live stream from around the world in real time. Sales spanning 500 years of history. Last chance. And selling is yours. 1,150,000 is bid. The extraordinary Jean-Michel Basquiat Untitled Head. It's a new world record price. 400,000, 500,000 now, 500,000, 1,150,000 is bid. Fair warning. David Hockney, The Splash from 1966, record-breaking at Sotheby's. And the extraordinary Francis Bacon at $74 million. Welcome, everyone. Kahinda, a very, very warm welcome to you. We feel very privileged to be with you there in your studio. Thank you very much. It's a pleasure to be here. It's clear these innovations are here to stay. Donc on a pu voir donc la vidéo. Et il semble que cette vente a l'air d'un futur incroyable, donc une mise en scène complètement futuriste. Exactement, nous avons là des collègues dans 3 lieux différents, Hong Kong, New York et Londres, qui enchérissent en même temps pour le compte de leurs clients. Et vous avez un commissaire-priseur à Londres qui dirige tout ça de main de maître, avec un autre écran où vous voyez des enchères en ligne. Voilà. C'est évidemment une autre dynamique de vente. Voilà. Et donc, il faut se dire aussi que cette vente a lieu entre minuit, heure belge, et 5 heures du matin. C'est peut-être compliqué pour nous, mais enfin bref, je l'ai suivi aussi. Il y avait un dynamisme et une volonté de participer. Et il faut se dire que c'était accessible à tous. Et donc, accessible à tous veut dire 150 000 spectateurs à la vente. 150 000, c'est 5 fois de plus de ce qu'on avait habituellement pour une vente du soir. Donc, il y a ce dynamisme, il y a cette volonté d'enchérir, et puis on a réalisé 14 résultats records, dont un résultat très important pour une œuvre, un triptyque de Bacon qui a dépassé les 80 millions de dollars. Mais ce qui est intéressant, c'était de voir qu'un client asiatique
n'avait besoin d'aucun de mes collègues, que ce soit à Hong Kong, à Londres ou à New York pour enchérir. Il le fait tout seul de chez lui, à la maison, à 73 millions. Alors, évidemment, ça en jette, hein, c'est une nouvelle façon de procéder. On voit bien que ces clients ont une autre façon d'aborder ce marché que traditionnellement on pouvait le concevoir. Et donc, la réaction de nos collectionneurs est très positive. Ils sont très dynamiques dans les ventes. On voit que d'autres enchères, on a fait d'autres prix records avec une œuvre de Basquiat et de Frankenthaler. Et donc, il n'y a pas de retenue dans les achats. C'est pas le Covid qui a retenu les gens à enchérir. Et on constate aussi que dans ces ventes-là, dans ces nouvelles ventes digitales, on a de nouveaux acteurs, hein, 30% de nouveaux acheteurs en général. 30% de ces acheteurs ont moins de 40 ans. Et 20% de ceux-là sont d'origine asiatique. Donc, c'est une autre appréciation de ce marché de l'art. Donc, en fait, en tout cas, on voit que les acheteurs sont là, ils sont dynamiques, ils vous font confiance. Mais qu'en est-il des vendeurs? Puisque, voilà, est-ce qu'un vendeur va confier facilement une œuvre très chère à une vente dans ce type de vente? Donc, on a vu, mais qu'en sera-t-il de la suite? Donc évidemment, on a connu un ralentissement dans les ventes d'une certaine façon, parce que le calendrier était pas défini. Une fois qu'on l'avait défini pour les ventes de New York en juin et celles de Londres en juillet, évidemment, on a monté ces ventes avec des choses que nous avions déjà pu sourcer. C'est un anglicisme, c'est un mot. À la source. Voilà, exactement. Avant la crise. Et donc, on a vu que les résultats obtenus et le soutien, enfin la volonté des acheteurs de payer des prix soutenus pour des œuvres d'importance, ça va aussi rassurer les vendeurs par la suite. Mais évidemment, une certaine retenue a été reconnue dans ce marché, donc je dois en faire part. Donc en fait, jusqu'ici, enfin, on sait que la rencontre avec un objet d'art, avec une œuvre d'art physique, est quand même importante. Et bon, avec la digitalisation, avec les problématiques qu'on connaît aujourd'hui, la digitalisation a pris cette place. Bon, elle pourrait prendre une place temporaire, mais il semble que les choses se mettent en place pour que ça dure plutôt. Donc, est-ce que finalement la technologie va pouvoir remplacer ce contact et cette réalité? Alors évidemment, rien ne remplace la vue des visous d'une œuvre d'art. Vous voyez, on est entouré d'œuvres d'art ce soir aussi. Rien ne remplace ça. Mais si ce n'est qu'on a été confronté à une situation particulière. À une situation particulière, il faut trouver des solutions. Et vu l'appétit du marché, voilà, c'était ce qu'on a voulu faire, c'est donner, en tout cas rassurer les clients avec les moyens qu'on pouvait développer. Et donc, quand vous voyez nos catalogues, les catalogues ont totalement disparu. Il n'y a plus de catalogues papier, donc on a des catalogues en ligne qui sont très dynamiques, très interactifs. Ils vous permettent de voir une œuvre d'art, que ce soit un tableau par exemple, évidemment une photo recto verso, ce qui me paraît un strict minimum, mais vous voyez aussi une mise en scène du tableau dans une salle et avec une personne à côté, ce qui vous donne en tout cas aussi un ressenti des dimensions. Voilà. Une dimension dans un catalogue n'est pas la même chose que de le voir à un mur. Donc, tous ces éléments-là, avec des vidéos et autres, ont aidé à rassurer les clients. Mais évidemment, on peut aller un pas plus loin et donc aller dans la réalité augmentée. Et on a développé, par exemple, une application qui permet aux clients de voir avec leur smartphone l'œuvre qui potentiellement les intéresse dans leur intérieur. Donc, en montrant leur intérieur, en regardant leur intérieur, ils peuvent le voir chez eux et voir si ça pourrait convenir à un emplacement X ou Y. Donc, tous ces éléments-là, évidemment, sont additionnels à prendre en compte et ne disparaîtront pas, évidemment, après cette crise que nous connaissons. Voilà, mais donc on voit bien que donc il y a beaucoup de changements, il y a des nouvelles choses, donc on réorganise les ventes en termes de calendrier.
mais il semble qu'on va les réorganiser également en termes de contenu. Donc on avait déjà vu en 2017 arriver comme un ovni un tableau ancien dans une vente orchestrée par Christie's, donc à New York, une vente d'art contemporain, et donc qui avait vu vendre un Léonard pour 240 millions de dollars. Vous avez organisé au mois de juillet une vente que vous avez intitulée de Rembrandt à Richter. Qu'en est-il de ce type de vente? Est-ce que c'est un modèle qui va perdurer? C'est quelque chose vers lequel on va et pourquoi? Évidemment, le marché de l'art a changé. On retournera pas en arrière. Hein. Mars a été vraiment une césure dans cette politique de vente aux enchères. Et donc, s'il y a césure, évidemment, il y a aussi repenser les ventes en général, et donc aussi le contenu des ventes. Le contenu des ventes, évidemment, a été revu. Parce que c'est à l'image de nos collectionneurs, simplement aussi. Nos collectionneurs sont éclectiques, ils aiment acheter dans différentes catégories de vente, et donc c'est là que, voilà, à l'image de ça, on a repensé les ventes et repensé une vente comme celle-là de Rembrandt à Richter, qui combinait l'art ancien, l'art impressionniste moderne et le contemporain, et qui, d'une part, correspond aux clients, mais aussi peut intéresser d'autres clients. Et justement, des clients qui n'avaient pas cette passion pour l'art ancien, par exemple, se sont mis à enchérir et à découvrir ça. Donc, je crois que ça peut aussi avoir quelque chose d'éducatif en général. D'accord. Une autre activité des maisons de vente sont les ventes privées. Donc, pendant cette période de confinement, avec la fermeture des ventes, le calendrier qui a sauté, en fait, j'imagine les liquidités qui étaient sur le marché, j'imagine que vous avez eu des demandes. Donc déjà, des personnes qui ont consigné pour les ventes, peut-être voulaient passer, à part besoin, leurs ventes leurs œuvres d'art en vente privée, mais également donc du côté des acheteurs potentiels, avec dans cette incertitude, peut-être que certains ont trouvé des opportunités, ont essayé de trouver des opportunités pour avoir des œuvres qui étaient en dessous du prix du marché. Alors évidemment, les ventes privées ont augmenté pendant cette période de confinement. On s'est retrouvé avec un marché arrêté du jour au lendemain, et donc une volonté aussi pour les clients, ne sachant pas comment le calendrier allait évoluer, certains de réaliser certaines choses à certains moments. Les ventes privées existaient avant, hein, c'est pas quelque chose de totalement neuf. Certains clients préfèrent ce côté plus confidentiel dans la démarche et ne souhaitent pas être liés au calendrier qu'il y avait. Le calendrier disparaît. Ayant disparu, évidemment, on aborde ça différemment. Il y avait donc une demande tant des vendeurs que des acheteurs, et donc vous avez nommé quelque chose qui me semble intéressant, c'est certains acheteurs y ont vu une opportunité, ou en tout cas ont cru pouvoir bénéficier d'un prix Covid, appelons-le comme ça, une ristourne, une réduction de 50%. Elle n'est jamais arrivée, jamais vue. Donc il y a eu une demande forte, mais aussi des achats forts, pas vraiment de nécessité de revoir des prix ou pas de les baisser particulièrement. Donc ça s'est développé. Et la vente privée, évidemment, on la connaissait pour l'art moderne, contemporain, pour des choses qu'on arrive plus facilement ou plus rapidement à vendre. En tout cas, on l'a aussi développé pour tout plein d'autres catégories, que ce soit les antiquités, le mobilier particulier. Donc voilà, on est sur plus de 12 catégories pour l'instant en vente privée, et on peut le voir en ligne également. D'accord. Donc en fait, les maisons de vente sont à l'arrêt. On trouvait donc des moyens de faire leur business. Et les foires d'art ont été annulées. Les galeries se sont aussi retrouvées les portes fermées. Donc certains ont organisé même des vernissages, donc en passant en ligne des vernissages permettant à leurs meilleurs clients d'avoir la primeur sur les œuvres de leurs artistes. Mais peut-on dire que, parce qu'on voit un petit peu des alliances qui se font entre les maisons de vente et les foires. Donc là, on voit que Christie's a fait une alliance avec la Biennale de Paris. Donc, est-ce que ce marché de l'art se serre les coudes? Les différents acteurs se serrent les coudes, parce qu'on sait que de manière globale, c'est important que la santé de ce marché reste
soit là, en fait, chez les différents acteurs. Alors, il est évident qu'on a tous été confrontés au même souci dès le mois de mars, mais pour Sotheby's, ça a été aussi le moyen de permettre à des galeries de bénéficier de notre réseau. Et donc, on a créé sur une plateforme de e-commerce une sous-catégorie qui s'appelle Gallery Network, qui permet à des galeries, 8 initialement, on est à 34, et je vous invite à aller voir sur le site, à offrir des œuvres à prix unique, et donc à bénéficier de notre réseau pour ça. Donc évidemment, on a la salle de vente Sotheby's sent aussi le besoin de soutenir ces galeries qui, à l'heure actuelle, sans foire, ont difficile à pouvoir, ou en tout cas à rencontrer le client. D'accord. Donc, et les prix. Donc, quand on pense au prix, donc les résultats du premier semestre sont bons, vu le contexte, une année, comme on dit, très particulière, donc où tout doit se réinventer, tout était au point mort et tout devait se réinventer. Mais qu'en est-il? Est-ce que vous pensez que les prix vont être soutenus? Est-ce qu'il va y avoir des corrections de marché? Quelle pourrait être l'évolution des prix finalement? Alors, les résultats du premier semestre ont été assez bons, donc on est ravis de cela, et on est d'avis que la façon de laquelle nous élargissons le marché avec différents types de ventes, et peut-être que je peux parler des différents types de ventes qu'on a développés ces derniers mois, c'est-à-dire qu'on a parlé tout à l'heure de la marquee sale, qui me paraît, qui est la vente du soir, mais soir et jour n'a plus beaucoup de sens dans un marché où tout est dématérialisé. Donc la marquee sale, c'est quand même la grande vente qui aura lieu 3-4 fois par an, avec 40 à 70 lots, avec une valeur moyenne générale de 50 millions de dollars. Ça, c'est la marquee sale. Ensuite viennent les ventes qu'on appelle flagship auction, qui étaient les ventes du jour, la day sale, qui est une vente live et en ligne, 40 à 70 lots, avec une valeur moyenne de 8 millions de dollars, ou une vente de collection. Avec une trentaine de lots, on a une vente de collection à l'heure actuelle, n'ayant plus besoin de produire le catalogue est en ligne et le modèle existe. Donc ça permet beaucoup plus de flexibilité. Alors, en fait. Énormément de flexibilité, une rapidité dans le calendrier qu'on n'avait pas avant, qui était très cadenassée à certaines périodes. Et donc, la dernière catégorie de vente sera celle qu'on appelle auction, la vente journalière, qui peut compter entre 1 et 200 lots, avec une valeur, la valeur peut être X, parce qu'avec un lot, on peut déjà faire un résultat important. Et je montre l'exemple là, par exemple, des baskets de Michael Jordan qu'on a vendues à plus de 500 000 dollars avec un lot seulement. Donc évidemment, c'est une autre catégorie, une autre façon de penser les ventes. En digitalisant beaucoup plus les ventes, évidemment, on pourra atteindre, comme je vous l'avais dit, un nouveau public, donc avec des prix soutenus, des prix moyens en tout cas soutenus, et le haut du marché avec les ventes marquées. Et les dernières ventes nous montrent que les clients sont toujours à la recherche d'œuvres d'art de sélection avec des prix bien soutenus. Donc en fait, on peut dire que le marché de l'art a une certaine résilience, qu'il est extrêmement créatif, et que les collectionneurs, les amateurs suivent, enchérissent, n'ont pas peur de la digitalisation. Et donc c'est formidable. Donc on va suivre ça de très près. Merci beaucoup. Merci à vous en tout cas pour les questions. Merci beaucoup Emmanuel, merci Christine. Je vous assure que c'était passionnant. Et nous avons reçu des questions qu'on vient de me transmettre. On va toutes les parcourir parce qu'il y en a quand même de nombreuses. Alors, première question. Comment se comporte l'art belge? Est-ce un domaine où l'on doit investir? Intéresse-t-il l'international? Alors, c'est une question qui m'intéresse tout particulièrement parce que c'est en fait mon dada, l'art belge, et donc j'ai toujours eu à cœur de le promouvoir à l'international. On est sans doute les moins bons, on est toujours moins prophète dans son propre pays, et donc l'art belge a souffert un peu de méconnaissance au marché international, et on n'est pas toujours les meilleurs promoteurs. Donc, la salle de vente Sotheby's a toujours essayé de faire ça, et donc on a quand même pu réaliser de très beaux résultats pour des artistes qui soient du 19e ou du 20e siècle. Et je prends comme exemple, par exemple, Lansor qu'on avait découvert à Ostende et qui n'avait jamais été
vu ni reconnu par le comité. Découvrir une œuvre qui était connue de la littérature mais jamais vue, présentée il y a quelques années à Paris avec une estimation d'1 million, en a fait 7. Évidemment, ça change la perspective du marché et aussi de l'artiste. Donc, pour Ensor, on a ça. C'est vrai que le nombre d'artistes sur le marché international n'est pas élevé, pas comme d'autres pays. Hein. Parlons par exemple de la France, qui a toujours eu la capacité de très bien défendre ses artistes. En Belgique, évidemment, ce seront les artistes comme Ensor, Spiliart, on en a un ici ce soir, Spiliart, Van Rysselberghe, par exemple. Et alors parlons du contemporain. Dans le contemporain, évidemment, ce sera Luc Tuymans ou Boromans qui sont les référents. Est-ce que c'est un bon placement? En tout cas, les Belges aiment l'art belge et donc ils sont toujours présents dans les ventes pour sous-enchérir. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est évidemment de pouvoir le montrer à l'international, mais aussi d'avoir des sous-enchérisseurs ou des acheteurs internationaux. Et il est vrai que c'est le cas pour ces artistes. N'oublions pas évidemment Magritte, qui est quand même le surréaliste par excellence, et qui ces dernières années a connu quand même un rebond, ou en tout cas il a connu des bonds stratosphériques dans les résultats de vente qui continuent à se confirmer. Delvaux, qui est son compère belge, est encore un peu sous-coté. Donc voilà, j'invite tout le monde à s'y intéresser, en tout cas à l'avenir. Voilà. D'accord. Alors, autre question. Quels sont les critères pour investir dans l'art? Y a-t-il un domaine ou une période qui est en train d'émerger? Alors, quels sont les critères pour investir en art? Alors, il y a deux questions. C'est quels sont les critères pour acheter un tableau, par exemple, et est-ce que ce sont de bons critères pour investir en art? Critères pour acheter un tableau, évidemment, je crois qu'il faut d'abord la passion de l'œuvre d'art, ça me paraît évident, et donc le ressenti qu'on peut avoir avec une œuvre. Il y a évidemment quelques catégories importantes à tenir en compte, qui est l'artiste, quelle est l'œuvre dans la période de l'artiste. Est-ce que les conditions de conservation sont bonnes? Ça me paraît très important aussi. Et puis, quelle est la provenance? Aujourd'hui, plus que jamais, les gens aiment les provenances et donc vous verrez que les catalogues en sont très détaillés. Provenance, exposition, littérature, tout ça, ce sont des éléments importants. Et puis, le dernier aspect me paraît évidemment ce qu'on appelle fresh to the market, c'est-à-dire une œuvre qui n'a pas été vue depuis longtemps sur le marché ou n'est pas connue d'un grand public, évidemment, a une plus-value. Alors, ça, c'est pour l'achat. Ensuite, est-ce que c'est un bon placement? C'est ça la question. Le placement en art est un vaste sujet en général, mais évidemment, il faut, quand on s'intéresse à l'art et qu'on veut acheter, évidemment, il faut s'y intéresser de longue date et jamais acheter sur un coup de tête. Et donc, voir comment le marché évolue, comment est-ce que l'artiste se place dans une catégorie, dans sa période, ce sont des éléments importants à prendre en compte. Voilà. Merci. Alors, question peut-être un peu plus précise. Les tableaux de maître sont-ils une valeur sûre? Comment se comporte ce marché? Alors, les tableaux anciens, évidemment, c'est une catégorie historique de vente et surtout pour les ventes de Sotheby's, le tableau ancien a toujours été très important. Et là, on va vendre bientôt le Botticelli en janvier prochain, provenant d'une collection privée avec une estimation au-delà de 80 millions. Évidemment, c'est une niche, mais avec des collectionneurs très prisés. Mais on voit que ces collectionneurs changent dans ces dernières décennies. On voit des collectionneurs, comme je pouvais en faire lors de mon explication pour la vente Rembrandt à Richter, voilà, de croisement de collectionneurs qui s'intéressent à une catégorie et qui vont vers le tableau ancien. Le tableau ancien connaît quand même des prix nettement inférieurs au tableau contemporain. Regardons au résultat qu'a fait le Rembrandt, environ 13 millions, et les Basquiat ou Bacon qu'on a vendu ces dernières années, on est à près de 10 fois le prix. Donc évidemment, est-ce que c'est une catégorie où il faut investir? En tout cas, le tableau ancien, ce qui est important, c'est évidemment
si c'est un tableau de maître, si on connaît l'attribution, ça me paraît important, en tout cas pour le prix final. Donc toutes les catégories dont j'ai parlé là tout à l'heure sont importantes, mais il faut aimer l'objet avant d'investir là-dedans. Mais je crois qu'il y a encore beaucoup de potentiel dans le tableau ancien, c'est certain. D'accord. Merci beaucoup, Emmanuel. Mesdames et messieurs, le moment est venu de nous séparer. Nous espérons que les explications données par nos experts ont répondu à vos questions. Sachez que Christine, donc notre conseillère en art, est à votre disposition. Et donc, si vous souhaitez faire appel à toutes ces compétences, n'hésitez pas. Ces coordonnées sont sur notre site. Nous vous donnons rendez-vous pour d'autres webinaires dont la liste apparaîtra donc à la fin de celui-ci. Nous vous souhaitons une excellente soirée et à très bientôt. Bonsoir. Bonsoir.